Alors, c'est un musée qui a été inauguré en 2012. Alors, il n'a pas été inauguré par hasard, évidemment, ici. Il a tout de suite eu un objectif qui était lié au renouveau du bassin minier, par rapport à tout ce que tu as pu évoquer, et plus encore, parce que surtout parler de l'histoire. Encore aujourd'hui, l'histoire est bien présente, avec un objectif qui était de s'engager dans la revitalisation sociale et économique du territoire. Bon, ça pose tout de suite question, comment un musée peut revitaliser un territoire. Alors, vous allez nous en parler du point de vue des activités que vous menez ici, qui ont une dimension émancipatrice. On commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Je crois savoir qu'il y a environ 70 000 élèves, par exemple, qui passent chaque année dans ce musée. Et j'ai vu aussi que vous aviez, inauguration en 2012, et vous aviez lancé un nouveau projet scientifique et culturel en 2020, en pleine pandémie. J'imagine que ça a dû modifier un peu la donne de ce projet. Voilà. Dites-nous-en un peu plus. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée du Louvre-Lens. Donc effectivement, merci aussi pour ces introductions. Donc je suis Gauthier Verbeck, je m'occupe au sein du musée du service de la médiation. Donc c'est le service qui s'occupe de tout le travail que l'on fait effectivement avec le public, aussi bien dans la façon de partager les contenus des expositions, des œuvres d'art, etc. aussi, mais tout le champ du travail de la solidarité, en fin de compte, qui est mené par ce musée. Je voulais commencer par excuser Marie Lavandier, qui était retenue à Paris aujourd'hui, qui ne pouvait pas être présente parmi nous aujourd'hui, mais qui est vraiment tenue à ce que cette journée puisse avoir lieu ici, et qui était ravie de pouvoir faire en sorte que vous soyez présents dans ce musée aujourd'hui, parce qu'effectivement, on n'est pas tout à fait un musée comme les autres au Louvre-Lens, et c'est une grande fierté pour nous de travailler dans ce musée, parce que c'est un musée qui, effectivement, qui n'est pas neutre et qui a pris place dans un territoire qui n'est pas neutre. Alors, la question de l'émancipation qui m'a été proposée, effectivement, pour intervenir rapidement aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être trop long, elle est fondamentale dans notre travail et dans ce que le musée cherche à faire aussi avec les habitants de ce territoire. Effectivement, il y a des mots qui résonnent et qui vont être un peu davantage dans la sémantique du musée, mais effectivement, il y a la question de l'éducation, vous l'avez cité. Alors, je rectifie, en 2019, on a eu 100 000 scolaires qui sont passés par le musée du Louvre-Lens. C'est une grande fierté pour nous parce que, je rappelle quand même les questions d'échelle. À Lens, il y a 30 000 habitants. Le musée a reçu en 2019 à peu près 540 000 visiteurs, avec une dimension régionale très forte de sa fréquentation. 70% des gens qui visitent le musée, grosso modo, viennent de la région Hauts-de-France, et il y a une part importante de gens de proximité qui visitent ce musée, et surtout qui reviennent, qui sont fidèles au musée. Et parmi ces gens, parmi les choses évocatrices ou parlantes, parmi nos visiteurs, on observe qu'il y a environ 30% d'employés et d'ouvriers, quand la moyenne des musées en France tourne à 10%, 10 ou 11%. Donc ça, pour nous, c'est une vraie fierté. Et puis, une part importante de gens qui se déclarent non habitués à des pratiques culturelles ou peu familiers au monde muséal. Et ça aussi, pour nous, c'est important. Parce que ce musée, on essaie de le proposer aux habitants au-delà d'un lieu culturel, d'abord comme un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage, et aussi un outil au service du territoire. Et c'est aussi pour ça que le musée a engagé cette démarche de PSC dont vous parliez. Alors, elle a été engagée avant, elle a été engagée, enfin, le PSC on l'a sorti en 2019, peu de temps avant la crise Covid, et somme toute, on essaie quand même de le faire vivre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PSC ? C'est un projet scientifique et culturel. Donc, en fait, c'est un projet qui a été qu'on n'a pas voulu écrire tout seul. Souvent, les musées font ça. Il n'y a pas de règle sur l'écriture d'un PSC. Parfois, c'est le directeur qui l'écrit seul. Parfois, c'est des agents internes. Nous, on a voulu le faire à l'image de tout ce qu'on essaie de faire dans ce musée. On l'a écrit collectivement avec des visiteurs, avec des non-visiteurs. On est allé à l'extérieur du musée pour interroger des gens qui n'y venaient pas et pour dessiner une politique, une ligne directrice. Alors cette politique, au-delà d'une politique culturelle, d'une cité culturelle, d'une cité un peu plurielle aussi dans sa façon de faire des propositions au public, c'est aussi surtout une cité culturelle qui s'engage.
Et les engagements, ils sont très importants et je pense qu'ils auront des résonances forcément dans votre travail au quotidien, dans votre implication au quotidien. Bien sûr, il y a une notion d'éducation. Je vous disais, on reçoit énormément de jeunes dans l'enceinte du musée et on fait en sorte de les recevoir, là encore, pas uniquement par le biais de la culture. Dans notre offre de propositions pour les scolaires, on va avoir des formats sur l'égalité femmes-hommes, par exemple. On a un format de visite qui s'appelle Question de genre et qui interroge ces stéréotypes de genre à travers les œuvres. Voilà, juste un exemple comme ça. Il y a également un engagement qui est très fort pour la lutte contre le décrochage scolaire qui est malheureusement très présent sur ce territoire. Et puis une façon de faciliter l'insertion par le travail ou par ce biais-là. Alors on a des partenariats très actifs sur le sujet, donc par exemple celui qu'on mène avec Pôle emploi, où on a modélisé des stages pour les jeunes, des stages d'une semaine dans lesquels ils viennent pendant une semaine au musée et où on leur apprend par le biais de ce qu'est le musée, par le biais des métiers du musée, par le biais des œuvres, par le biais des rencontres qu'ils peuvent y faire, à prendre la parole en public, à modéliser un CV en s'appropriant une œuvre, donc de façon détournée finalement, utiliser la culture pour prendre des compétences. Et puis on a aussi modélisé des stages plus longs de 3 mois pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée. Et pour lesquels on a besoin aussi d'un accompagnement des psychologues de Pôle emploi qui sont vraiment dans un processus de reprise de confiance de ces personnes-là. Autre engagement fort du musée, et c'est aussi la présence du réseau aujourd'hui qui le justifie très fortement, l'éco-responsabilité. Vous avez pu passer dans le parc, certains d'entre vous ont eu l'occasion de le visiter hier, à l'image de ce parc qui est un formidable outil et qu'on utilise beaucoup vers les habitants pendant la saison estivale en particulier, et dont la vocation est d'offrir une forme de vacances pour des publics voisins dont beaucoup ne partent pas en vacances. C'est aussi une façon de sensibiliser, donc avec des cycles où, là encore, on invite beaucoup de partenaires à travailler avec nous, à travailler sur des questions de mieux vivre, de bien manger, de santé, de sport. On est un musée dans lequel on fait du sport. Hier, il y avait 43 étudiants des STAPS qui proposaient au public du musée de faire des exercices sportifs, ou en tout cas qui donnaient des recettes, par exemple, pour pratiquer des formes de mieux-être, en tout cas dans la vie quotidienne. Donc cette question de l'éco-responsabilité, de la santé, du mieux-vivre, du mieux-être, ça c'est un des engagements forts du musée également. Forcément, un des engagements forts et pivot finalement de tous les autres, et surtout sur ce territoire-ci, c'est un engagement fort contre la pauvreté et contre les exclusions liées à la pauvreté. Donc là aussi, avec un maillage partenarial très fort du musée, avec des structures qui sont présentes sur le territoire. La lutte contre l'illettrisme, contre l'électronisme, ou ce qu'on appelle aussi la fracture numérique, donc avec des actions fortes où, par exemple, dans ce musée, on fait des cours d'informatique, ce qui n'est pas si courant que ça dans d'autres musées. On monte ça avec les Restos du Cœur, on monte ça avec les centres sociaux, et on familiarise des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à ça, ou qui ont peur de l'informatique et du numérique, avec le matériel que le musée a à sa disposition. On travaille sur la question de l'égalité femmes-hommes, de façon forte, alors pas seulement avec les scolaires, mais aussi avec des structures qui sont implantées sur le territoire. Donc voilà, tout un ensemble d'engagements très forts qui sont finalement des engagements très sociaux, très sociétaux, qui sont bien au-delà de ce qu'on peut attendre d'un musée, ou ce qu'on imagine d'un musée. Et c'est ce qui fait aussi l'originalité de ce projet, de ce musée, puisque c'est aussi un projet dans lequel l'ensemble des équipes du musée, pas seulement le service de la médiation, s'engagent. Donc aussi bien le service des expositions, de la communication, l'administration générale, tous les services du musée s'impliquent dans ces démarches parce qu'elles sont menées vis-à-vis du public à l'externe, mais aussi elles sont menées à l'interne. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte d'être dans toutes ces démarches vertueuses à l'intérieur même du musée et dans nos façons de travailler. Donc voilà beaucoup de raisons qui font qu'on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et pour lesquelles ces questions d'émancipation, effectivement, sont au cœur de nos préoccupations, parce qu'elles font partie, elles sous-tendent à la fois des questions d'éducation, des questions d'appropriation, des questions de responsabilisation,
des questions de place de l'individu dans le collectif, des questions d'accompagnement, mais aussi d'une formalisation de la façon de lâcher la main à un moment et de laisser faire. C'est vrai que nous, notre but au musée, c'est de faire en sorte que finalement, au fur et à mesure, par exemple, je parle de la médiation pour le coup, qui est l'accompagnement des publics. Au bout d'un moment, les visiteurs n'aient peut-être plus besoin des médiateurs et puissent être eux-mêmes les médiateurs pour d'autres publics, pour leurs proches, pour leur entourage. Et c'est ça notre but ultime. Mais je pense qu'on partage cet objectif presque philosophique de façon commune. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois aujourd'hui. Et nous sommes heureux aussi parce que cette journée marque aussi le début d'un partenariat qu'on souhaite beaucoup plus structuré, beaucoup plus fécond, entre les Anges Gardien, le réseau Cocagne et le musée du Louvre-Lens, puisque vous avez compris, on se donne beaucoup d'ambition dans ce musée, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Et on a besoin de partenaires implantés, de partenaires qui connaissent les habitants, de partenaires qui peuvent être aussi des relais, tout comme nous, on peut être des relais. Donc vous aurez compris qu'on considère le musée d'abord comme un outil de service public au sens premier, et puis aussi le musée comme une plateforme d'échange, un lieu de rencontre, un lieu aussi où des initiatives privées, associatives et publiques peuvent se rencontrer. Et voilà tout notre travail quotidien dans ce musée, au-delà des expositions, et vous aurez, j'espère, le plaisir de découvrir les livres de Pablo Picasso cet après-midi, avec l'accompagnement de quelques-uns des membres de l'équipe de médiation. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, méfiez-vous, si vous faites appel au réseau Cocagne, vous allez retrouver des courgettes devant le parc, ça va être peut-être ça va être différent. Alors d'ailleurs, Picasso, on pourrait se poser la question, était certainement un décrocheur scolaire. J'ai des doutes, je vais vérifier. Mais je me dis que Picasso a un parcours, à mon avis, tout à fait voilà, hors norme, forcément. Merci en tout cas de votre introduction. Plus sérieusement, depuis Pierre Bourdieu, au moins, sociologue éminent, sur les questions de l'émancipation, on sait à quel point le rapport à la culture est évidemment complètement intériorisé, selon les classes sociales, selon les approches culturelles dont on a hérité, etc. Et c'est un facteur très excluant. La pratique muséale est un facteur très excluant, justement, des catégories populaires notamment. Quand vous dites qu'il y a 30% de personnes qui sont issues des classes, vous êtes bien au-dessus, effectivement, des statistiques qui posent question quand même. Comment on investit dans des lieux où finalement on exclut, mais pas volontairement. C'est presque un pass social où les gens n'y viennent pas. Donc ça c'est quand même un gros défi que vous vous êtes posé et bravo et merci en tout cas d'essayer de le relever parce que c'est vraiment un point clé de lien à la culture doit être absolument un lieu d'émancipation.